Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire réalisé avec Materialize et la société Axis. On va vous lancer un petit sondage pour connaître un petit peu la typologie de personnes qui va accéder, qui va participer au webinaire, pardon. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour y répondre. Ça permettra évidemment d'aiguiller un petit peu le discours si jamais on a un public qui est plutôt centré sur certaines catégories d'applications, voilà, de prototypage, de la production, etc. Merci à tous d'avoir participé au sondage. Donc, on remarque qu'il y a quand même une petite tendance côté prototypage, même si on a quand même beaucoup de gens qui sont sur de la production. Voilà, ça va être intéressant. On va toucher un petit peu toutes les thématiques, hein. Euh, voilà, merci à tous d'avoir participé au sondage. On va lancer la présentation très rapidement. Donc, euh, Bienvenue sur ce webinaire réalisé en partenariat avec Materialize. Je suis Stéphane Rodriguez, chargé de projet fabrication additive chez Alizé Plasturgie. Quelques infos pratiques concernant le webinaire. Il va durer donc 45 minutes. On aura un petit temps d'échange, de questions à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va les reprendre à la fin pour les poser à nos pour les poser à nos intervenants, pardon. Euh, on va reposter la rediffusion sur le site internet, donc vous aurez accès au replay ainsi qu'à la présentation qui va être réalisée aujourd'hui. Et évidemment, tout retour nous intéresse dans le cadre de l'amélioration de nos webinaires ou si vous avez des questions suite à ce webinaire. Donc, Alizé Plasturgie, c'est une organisation professionnelle de la plasturgie. Donc, on est affilié à la Fédération de la plasturgie. On travaille donc au département matériauthèque, qui est le service technique de l'organisation professionnelle, en complément des services juridiques, HSE et RH qu'on connaît déjà bien. Donc, ce service-là est dédié vraiment à de l'accompagnement technique sur la partie process et la partie matière. Donc, procédés conventionnels comme procédés innovants, comme la fabrication additive. On peut travailler sur plusieurs axes, que ce soit de l'aide, de l'accompagnement pour sélectionner des matières, des machines, une recherche de fournisseurs, des contacts dans l'industrie. On a un réseau qui est assez conséquent d'environ 900, bientôt 1500 adhérents. Ça nous permet de garder aussi une certaine flexibilité au niveau des applications, des différentes possibilités qui sont offertes sur le secteur de la plasturgie. On a un accompagnement dédié sur la fabrication additive, donc notamment tout ce qui touche à la sensibilisation sur un niveau 1, pour découvrir un peu ce qui se fait, les tendances marché. On a un parc machine également qui regroupe les technologies les plus utilisées sur le marché, donc base résine, base poudre ou base filament, avec tous les équipements de post-traitement qui sont complémentaires à ces machines. On réalise donc du conseil, de l'audit. Voilà, le but est vraiment de démocratiser un peu la fabrication additive et de donner les premiers éléments qui permettront d'intégrer ou d'accéder plus facilement à ces technologies-là. On a mis en place également une veille thématique qui permet de suivre un petit peu l'actualité et donc ce qui se passe sur le secteur de la fabrication additive. Notre plateforme est financée dans le cadre d'un PIA, un plan d'investissement d'avenir par la Caisse des dépôts et la région Rhône-Alpes. Un petit mot sur le programme Ambition du futur. C'est un programme qui va prendre en charge à 100% dans la limite de 8 000 euros des coûts de prestation de conseil. Ça peut être de l'accompagnement sur l'intégration d'une technologie, ça peut être de l'audit en entreprise pour évaluer le potentiel, on peut être aussi sur de la formation non certifiante. Voilà, donc la prestation à 100% est plutôt centrée sur une relocalisation, une relance grâce à la fabrication additive. Si jamais vous n'êtes pas éligible, vous pouvez toujours être éligible au dispositif qui finance à 50% à hauteur de 32 000 euros des prestations de conseil autour de la fabrication additive. Donc notre plateforme est référencée dans le cadre de ce programme.
Donc aujourd'hui, je vais être accompagné de deux entreprises qui sont qui sont toutes les deux intégrées sur le secteur de la fabrication additive notamment. Donc Morgan Jacques, qui est account manager chez Materialize, Monsieur Patrick Bonjour à tous. Christou, qui est président de la société Axis, et Joachim Dra, qui est donc Sales Application Engineer pardon, chez Materialize. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Morgan Jacques pour présenter Materialize et leur activité. Donc la main est à moi, je pense. Bonjour à tous. Alors je suis account manager, hein, comme Stéphane l'a mentionné. En fait, je supervise l'activité sur la France de Materialize Software. Donc Materialize, c'est une société belge, il faut savoir, de 2000 personnes qui est active exclusivement dans le secteur de l'impression 3D. Le siège de la société est à Louvain, à l'est de Bruxelles. Vous pouvez peut-être ne pas connaître cette ville, Louvain, mais elle a quand même tout récemment été désignée sixième capitale européenne de l'innovation. Et l'innovation est une valeur très chère à Materialize, comme vous pouvez le voir avec le nombre de brevets qui sont déposés et qui sont en attente. En termes d'activité, en plus d'avoir des centres de production en fabrication additive, comme on peut le voir indiqué en jaune sur la carte, Materialize contient aussi le plus grand groupe de développement logiciel dédié à l'impression 3D, qui s'appelle Materialize Software, et donc Joachim et moi faisons partie. Alors il faut savoir que cette année, en 2020, nous célébrons les 30 ans de Materialize. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Et donc, il y a 30 ans, à la création de Materialize par notre fondateur actuel président, qui a décidé de se lancer dans l'impression 3D en achetant la première imprimante 3D du Benelux. Donc, parmi les premières commandes que nous avons eu à traiter, il y a eu un prototype de verre de bière commandé par une société active dans l'aéronautique. Et cette géométrie qui peut paraître super simple était en fait à l'époque super compliquée parce que le passage en STL, donc c'est-à-dire en fichier triangularisé, donc seul format de fichier lisible par les imprimantes 3D, ne se passait pas bien, notamment à cause de la géométrie en étoile sur le dessous. Et donc il fallait nettoyer et corriger ce fichier triangularisé. Si incroyable que ça puisse paraître, ça a pris des mois pour corriger ce problème. Et c'est donc dans ce cadre que Materialize a démarré le développement d'un logiciel de préparation de données qui s'appelle Magix, ce qui était à l'époque inexistant. Et les logiciels fournis avec les imprimantes ne possédaient pas cette capacité. Voilà, donc pour la petite histoire, c'est assez amusant de constater qu'un verre de bière est à l'origine du développement de Magix, qui est donc le logiciel de préparation de données de Materialize, surtout pour une société belge, car on sait bien que la bière est une institution en Belgique, comme vous le savez certainement. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc cette histoire du verre de bière, c'était il y a 30 ans. Entre-temps, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. À l'époque, on cherchait simplement à faire fonctionner l'impression 3D, à faire fonctionner les imprimantes. Maintenant, on cherche à être le plus efficace possible, à utiliser l'impression 3D dans un contexte de rentabilité pour une utilisation industrielle. Et donc aujourd'hui, si on regarde les applications pour lesquelles sont utilisées l'impression 3D, donc d'après le graphe sur la droite extrait du rapport Wallers 2019, on peut voir que ce qui est proto et proof of concept, ça représente toujours une majorité, on peut dire, des applications. Un petit peu comme on l'a vu finalement dans le sondage au début de ce webinaire, mais que la production, donc ce qui est noté par End Use Parts sur le graphe, est une part qui est tout de même significative, près de 30%. Et c'est une part qui s'accroît d'année en année, ce qui montre donc que l'impression 3D gagne en maturité chaque année. Maintenant, si on regarde, si on passe à la suite, s'il vous plaît. Donc, si on regarde le marché des matériaux de la fabrication additive, merci. Donc, en termes de part de marché, par type de matériaux, on voit que les 2/3 sont des matériaux plastiques. Et ensuite, on a 17% de métal. Donc, ça montre bien que l'impression 3D plastique a une part très importante dans le paysage de l'impression 3D. Donc, ça tombe bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et si on regarde plus en détail, on peut voir qu'il y a différents types de matériaux plastiques qui sont identifiés. Donc, on a les photopolymères, les poudres polymères, les filaments. Et donc, chacun de ces matériaux va être utilisé par une technologie différente d'impression 3D. Et donc là, pour la suite, je vais donc laisser Patrick d'Axis
effectivement vous expliquer les différentes technologies et leurs applications de prédilection. Oui, bonjour. Donc, je suis Patrick Christou. Je suis le créateur et président de la société Axis qui est basée à Limoges. Aujourd'hui, Axis a été créé en 97 et maintenant j'ai 35 collaborateurs. On a beaucoup de machines de stéréolithographie, on a des machines des SLS, du frittage de poudre, des multijets HP impression 3D, on a aussi des machines de dépôt de fil Stratasys, on a 7 machines de coulée sous vide et 4 cabines de peinture, c'est-à-dire qu'on a le post-processing complet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez besoin, en fait, si vous voulez, d'avoir des prototypes qui sont dans les catégories pour du visuel, on va effectivement passer généralement plus sur la partie stéréolithographie. Le principe de la stéréo, c'est donc un laser qui durcit des résines sensibles ultraviolets. Et en fait, à ce niveau-là, ça nous permettra, si vous voulez, dans ces résines, d'avoir des résines qui vont se rapprocher des types ABS, Polypro, soit les quelques tenues en température. Et surtout, l'avantage de cette techno, c'est la précision. Et l'avantage, c'est qu'on peut peindre et maqueter ça facilement. Donc, dès que vous avez des prototypes généralement visuels, on va vous conseiller cette techno-là. Ensuite, si des fois vous avez des besoins pour faire des produits qui, on va dire, peut-être un peu plus fonctionnels, soit on utilisera, on vous conseillera la stéréo, lithographie ou du frittage de poudre. Et ça dépendra les besoins de température ou autre. Donc, on pourra faire de la NJFHP, de la SLS. Et éventuellement, si vous voulez faire de la production, pareil, on proposera à ce moment-là beaucoup le frittage de poudre et on mettra de la coulée solide. Tout dépend en fait de, si vous voulez, en termes de coloris des pièces blanches, vertes, rouges ou autres, et les matières que vous allez avoir besoin. Ensuite, pour des questions de délai aussi, on va faire des choix pour vous guider, nous, très facilement, soit vous amener un frittage, un coller sous vide. En fait, toutes les technos, on équipait toutes les technos en interne chez Axis aujourd'hui pour vous proposer les meilleures solutions qui sont en adéquation avec vos demandes. Nous, dans ces cas-là, on utilise en principe les récupérations de données sont faites toujours, nous, avec Magix, parce que c'est le logiciel phare que nous utilisons pour toutes les récupérations de données. Et ça va nous permettre de choisir, en fait, avec ce Magix, en fait, soit aussi bien pour faire des évitements de matière, si c'est des pièces massives, ou pour aller éventuellement plus vite, ou pour optimiser. Dans ces cas-là, pareil, Magix, on l'utilise, je vous dis maintenant à 100%, remonter des STL, des CATIA, et tout ce qui s'ensuit, nous, pour toujours traiter un fichier STL. On fait très peu de CAO chez Axis, mais ça nous permet avec Magix justement de faire les améliorations dans le cas de problèmes de récupération, de produits qui est mal fermé ou autre. Et on fait aussi toute la création de support, on en parlera après, avec ces logiciels. Tout ce qui est SLA sera créé avec Magix. Et dès qu'on passe avec du frittage et de NJFHP, on va passer avec du 3D nesting qui vient aussi de Materialize et on vous expliquera comment ça marche. Donc, en fonction des technos, vous nous envoyez une demande, on y répondra très vite et on a juste besoin de quelques renseignements. Si la quantité, ce que vous avez besoin, si vous connaissez déjà un peu les technos, ben déjà, on va répondre à votre demande. S'il nous semble que les technos ne sont pas en adéquation en fonction de la forme, on va essayer de vous amener sur une autre techno, vu qu'on les a toutes. On pourra vous proposer une techno qui sera peut-être plus en adéquation à ce que l'on pense. C'est bien ce que l'on pense, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous voudrez, justement pour avoir une qualité, un coût et un délai qui correspondent à ce que vous recherchez. Voilà. Passer sur un deuxième sondage pour savoir quelle technologie d'impression 3D serait les plus adaptée à votre activité. Donc voilà, si vous pouvez prendre un petit peu de temps pour y répondre, merci. Bon. Donc on a beaucoup de personnes qui utilisent le frittage de poudre, donc multijet fusion, SLS, la stéréolithographie également, donc c'est assez représentatif du sondage qu'on avait au début, hein, finalement, où le frittage de poudre est beaucoup utilisé pour la partie production. C'est vrai que les technologies dépôt de fil et stéréolithographie sont assez orientées prototypage. Donc voilà, c'est assez représentatif. On va passer à la slide suivante. Concernant la préparation des données. Donc, je vais passer la parole à Joachim. Ouais, merci beaucoup Stéphane et merci donc Morgane et Patrick pour les introductions. Donc, comme annoncé, on va parler un peu de l'efficacité du processus de fabrication additive et de comment on peut améliorer cette efficacité, particulièrement à l'étape de préparation des données, donc avant l'impression en elle-même. Donc, la préparation des données, qu'est-ce qu'on entend par là exactement? Donc, c'est tout ce qui se passe en fait entre le moment où on va avoir un design d'un côté et le moment où on va pouvoir lancer l'impression. Donc, on sait bien sûr qu'on n'a pas une transition directe entre notre fichier CAD et puis l'imprimante et qu'il y a toute une série d'étapes par lesquelles on va devoir passer. Donc, on sait aussi que cette préparation, elle
elle va en général prendre du temps et que si elle est mal exécutée, on risque d'avoir des erreurs à l'impression. Donc, ça en fait une étape cruciale forcément dans le processus et c'est primordial d'avoir un bon contrôle là-dessus et d'avoir les bons outils pour éviter justement de perdre du temps et de se retrouver avec des pièces ratées à la sortie de l'imprimante. Donc, on va voir un peu comment, en amont de l'impression, on peut faire en sorte d'économiser du temps, mais aussi du matériel, du coup. Donc, la première étape, et on en a déjà un peu rapidement parlé avec Patrick, donc la première étape, c'est la réparation. Donc, comme on l'a dit, en fabrication additive, on travaille pas directement avec nos designs paramétriques, mais on va travailler avec des modèles où nos surfaces sont représentées par des maillages de triangles. Et donc, c'est ce qu'on appelle le format STL, donc qui est le standard d'industrie aujourd'hui. Et le passage du CAD vers le STL, il ne se fait pas toujours sans encombre, donc on risque d'avoir une série d'erreurs en fonction de l'outil qu'on utilise dans nos fichiers STL qui vont faire que notre modèle, ce n'est pas un modèle hermétique imprimable. Donc ces erreurs, on va les catégoriser en fonction de leur manifestation sur le maillage STL et en fonction de la qualité du fichier, la manipulation du STL, en fait, pour sa réparation, elle va être plus ou moins complexe et plus ou moins longue. Donc si on veut un processus de réparation efficace, on voudra un outil qui va d'un côté pouvoir déjà détecter forcément les erreurs de notre STL, toutes les erreurs, et puis surtout automatiquement réparer nos fichiers. Donc automatiquement, ça veut dire quoi? Idéalement, on veut une solution qui va nous permettre de réparer notre fichier en un clic, même si on sait que, voilà, dans certains cas, pour conserver un contrôle sur le modèle, on va préférer une solution qui nous laisse plus de contrôle. Donc ça, c'est la première étape. Et une fois qu'on a réparé notre fichier, on va pouvoir donc le modifier. Ça, on en a aussi parlé rapidement précédemment, donc dans le but de le rendre plus facilement imprimable. Donc cette étape d'amélioration, on va venir un peu retravailler le design, mais pas dans le sens, on parle vraiment de modification mineure, donc on va pas faire une nouvelle itération de design. Mais évidemment, ce qu'on veut, c'est une pièce avec des propriétés plus imprimables pour permettre d'avoir un processus plus efficace. Donc, il y a toute une série de possibilités dans ce qu'on peut faire à ce moment-là. Typiquement, si on a une pièce qui est trop grande pour notre plateforme d'impression, on va devoir la découper, mais forcément, on préfère un outil qui va nous permettre de faire une découpe spécifique pour faciliter l'assemblage après. Donc, si on veut vraiment gagner en efficacité aussi et qu'on veut imprimer nos pièces plus vite et économiser du matériel, une bonne option, typiquement, c'est de venir creuser nos pièces, donc les vider pour économiser déjà de la poudre ou de la résine en fonction des technologies et aussi réduire la zone à scanner par le laser de nouveau pour certaines technologies, donc réduire le temps d'impression. Donc là, on parle d'une opération qui va prendre en général quelques secondes ou minutes tout au plus et qui va permettre de réduire notre volume de la pièce, parfois jusqu'à plus de 50%, donc c'est forcément pas négligeable au moment de l'imprimer. Mais parfois, on ne peut pas se permettre de forcément simplement vider une pièce. Ce n'est pas forcément acceptable parce que notre pièce sera plus assez solide par la suite ou parce qu'on va générer un besoin de structure de support. Et à ce moment-là, on peut typiquement partir sur l'utilisation de structures nid d'abeille qui va nous garantir assez de solidité pour notre pièce tout en nous permettant de gagner du temps à l'impression et d'économiser de nouveau du matériel. Donc, l'alternative, si on a un volume plus complexe et qu'une structure nid d'abeille ne fonctionne pas forcément, c'est de générer une structure légère aussi. Donc, ou une structure lattice, comme on appelle ça, dans le volume ou carrément à la place du volume. L'idée, de nouveau, elle est simple. On va gagner en efficacité, en fait, en gagnant du temps d'impression, en économisant du matériel. Et bien sûr, si on génère cette structure à l'intérieur du volume, pareil que quand on creuse notre pièce, en fait, on peut être sûr que notre outil va aussi nous permettre de venir perforer notre pièce, sinon impossible de récupérer la résine ou la poudre dans le volume clos et on gâche en fait l'économie de matériel qu'on faisait. Donc voilà, en conclusion, passe à la diapo suivante. Voilà. Donc en conclusion, on voit qu'en jouant uniquement sur les deux premières étapes, donc la réparation et l'amélioration des modèles, on peut déjà gagner facilement du temps et du matériel sur ces deux étapes-là. Donc, on va avoir un processus plus efficace, donc on va pouvoir aller plus vite, utiliser moins de matériel, comme on l'a dit, et en même temps, on va quand même garder le niveau de qualité souhaité pour la pièce imprimée. Donc, si on veut maximiser ce gain, forcément, on va vouloir un outil qui couvre toutes ces opérations, en fait, entre le moment où on reçoit le modèle et le moment où on envoie les fichiers à l'imprimante. On veut que tout ça soit couvert par un seul et même outil, et c'est vers ça qu'on essaie de s'orienter chez Materialise, c'est d'avoir
toute la préparation de fichiers couverte par notre logiciel. Donc, on vient de parler de 2-3 éléments assez basiques et assez généraux, dans le sens où ça s'applique à la plupart des technologies. Mais bien sûr, il y a plein de façons de travailler plus efficacement qui sont plus spécifiques à certaines technologies ou à certains flux de travail. Donc, si on vient s'intéresser, par exemple, aux technologies de frittage de poudre, donc SLS ou MJF, on voit qu'il y a plusieurs propriétés intéressantes. Déjà, on voit que chaque impression, elle va avoir un coût associé et une durée associée. Donc, on va devoir forcément, on a le coût de la poudre d'un côté, on va devoir préchauffer nos plateformes. Là-dessus, on peut difficilement venir gagner du temps ou quoi que ce soit. Surtout en multijet, en fait, où le temps d'impression, il est fixé dès le départ. On sait au moment où on lance l'impression, à quel moment l'impression se finira. Par contre, on sait aussi que nos pièces, pendant l'impression, elles vont être supportées directement par le lit de poudre. Donc, elles n'ont pas besoin d'être ancrées sur la plateforme avec des structures de support. Et donc, on va pouvoir venir, en fait, tout simplement imprimer les pièces les unes à côté des autres, mais aussi les unes au-dessus des autres et les imbriquer, en fait, dans les 3 dimensions de notre zone d'impression. Donc, on appelle ça le nesting, hein, donc cette action de venir organiser nos pièces au mieux pendant la préparation des données. Et l'avantage de faire ça, il est assez clair. Hein, on veut placer le plus de pièces possible sur une plateforme d'impression de façon à tout simplement réduire le coût par pièce et réduire le temps d'impression par pièce. C'est assez logique, c'est la solution qu'on cherche depuis le début. Hein, on veut des impressions plus rentables ou efficaces. Alors, même si le principe en lui-même est assez simple, la vraie question, c'est de savoir comment on va pouvoir faire ça efficacement, donc placer toutes nos pièces sur notre plateforme. On peut y aller à la main et les placer une à une, mais ça va considérablement allonger notre phase de préparation des données. C'est pas le but. On ne veut pas perdre le temps qu'on a gagné, enfin, le temps qu'on gagne à l'impression, on ne veut pas le perdre pendant la préparation. Donc, on veut aussi forcément éviter les erreurs humaines et on veut aussi pouvoir optimiser le placement de nos pièces sur base de différents critères. Et la solution, de nouveau, ça va être d'automatisation. Donc, on va un outil qui va être capable de venir nester nos pièces automatiquement et surtout rapidement, donc pour remplir cet objectif de nouveau qui est d'imprimer plus de pièces plus vite et à moindre coût. Donc ça, c'est pour tout ce qui est technologie de frittage de poudre, donc SLS et multijet. Et on voit que c'est l'absence de support en fait qui permet de rendre ce processus d'impression plus efficace grâce justement au nesting 3D. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en est pour les technologies où on a vraiment besoin de support, donc la stéréolithographie typiquement, le DLP par exemple. Puisqu'on ne peut pas se passer de structure de support, on peut regarder comment on peut rendre le processus de génération de support en lui-même plus efficace. Donc, si on regarde le flux de travail classique pour le design des supports, on commence par bien sûr placer les pièces, les orienter. L'orientation, ça a toute une importance là-dedans parce que c'est ça qui va déterminer forcément quelles zones de ma pièce sont à supporter et en quelle quantité. Et ensuite, sur base de ça, on détermine de quel type de support on a besoin. Voilà, est-ce que j'ai besoin de placer des cônes sur certaines surfaces? Est-ce que j'ai besoin d'un support bloc? En quelle quantité? Et ensuite, on va réellement créer notre support, donc le design, et l'adapter sur base de notre expérience d'une part, et puis sur les différents facteurs qu'on a identifiés à l'étape précédente d'autre part. Alors, si on veut améliorer le flux de travail qu'on a vu, voilà, si on veut améliorer le flux de travail qu'on vient de voir là, l'idée de base, elle reste simple. On veut pouvoir imprimer les pièces plus vite et utiliser moins de résine, tout en gardant bien sûr la bonne qualité de support pour nos pièces. Donc, pour gagner du temps, on va se tourner vers un processus qui demande moins d'intervention de l'utilisateur. Et à la place de venir créer nos supports pour chaque pièce, ce qu'on a envie de faire, c'est de venir les générer en fait en un clic. Donc, pour rendre ça possible, toute l'idée derrière ça, c'est de mettre en place une forme de répertoire qui va contenir mes paramètres associés aux différents scénarios de support et aux différentes stratégies de support, et d'avoir un outil qui est capable, sur base juste de ces paramètres, de venir générer mon support pour ma pièce directement. Donc, en plus, c'est d'autant plus facile après de partager ces jeux de paramètres avec nos collègues ou avec nos partenaires. Donc, on perd plus de temps à chaque fois à designer nos supports pièce par pièce. C'est vraiment une solution en un clic. Un autre élément qui influence l'efficacité, particulièrement le facteur temps, ça va être le temps qu'on passe à venir décrocher nos supports. Donc, on veut que ça aille vite, forcément. Donc, on veut des supports avec des points de contact qui se décrochent facilement, donc à la fois sur la pièce et la plateforme, hein, mais on ne veut quand même pas endommager notre pièce au moment où on enlève nos supports. Et tout ça en ayant un support assez solide pour maintenir la pièce, évidemment, dans le bain de résine.
Et finalement, si on veut en même temps pouvoir utiliser moins de résine, idéalement, mon support, c'est une structure avec des éléments assez fins pour pouvoir utiliser moins de matériel et assez poreux pour pouvoir récupérer la résine entre mes différents éléments de support au mieux. Donc au final, ce qu'on veut, c'est que notre génération de support, elle consiste à simplement sélectionner un jeu de paramètres en fait et cliquer sur un bouton pour que tout se fasse automatiquement. Donc on peut éventuellement ajouter une étape de rapide vérification par un opérateur pour notre structure si besoin. Mais l'idée, c'est vraiment d'automatiser complètement le processus pour gagner du temps. Et si on reste de nouveau avec cette partie placement et orientation des pièces qui reste valable, c'est aussi un processus qui peut être optimisé, automatisé assez facilement en utilisant les bons outils. Donc, c'est ça la conclusion aussi, c'est que le choix de l'outil pour préparer les données, ça va avoir un impact très important donc, sur l'efficacité qu'on va avoir pour notre processus. Et on l'a vu, donc, que ce soit pour la réparation, l'amélioration, le nesting et maintenant la génération de support, c'est le choix du bon outil va permettre de vraiment gagner du temps et d'être plus rentable. C'est ce qu'on essaye de faire chez Materialize, c'est d'intégrer tous ces éléments en fait, dans un seul outil pour permettre à nos utilisateurs d'avoir un processus plus efficace. Donc, je vais laisser de nouveau la parole à Stéphane et Patrick qui vont nous faire part en fait, de leur retour d'expérience sur l'utilisation de ces outils, justement. Merci Joachim. Donc c'est vrai que nous, chez Alizé, on a investi sur le logiciel puisqu'il était pertinent étant donné qu'on a différentes technologies, base poudre, base résine, base fil. Et comme vous l'avez vu, on peut gagner assez rapidement en temps et en argent sur les consommables quand il s'agit d'optimiser les pièces. Donc on travaille énormément, alors assez peu sur l'aspect imbrication de pièces, qui est assez intéressant pour l'aspect poudre, mais on n'est pas dans un cadre de production comme les Axis. Donc je vais pas m'étaler sur ce sujet-là. Mais on travaille beaucoup avec l'optimisation des structures et la réparation des fichiers. La réparation des fichiers, parce que les fichiers ont parfois des erreurs qu'on ne voit pas forcément lorsqu'on va ouvrir le fichier ou qu'on va le dessiner. Et ça permet derrière de les identifier assez rapidement. Et puis, comme l'a dit Joachim, en un clic, c'est réglé. On peut lancer son impression sans problème, sans trop se poser de questions. On travaille également donc beaucoup, comme vous le voyez sur l'image, sur l'aspect donc évidement des surfaces. On travaille notamment sur l'aspect empreinte, ce qui nous permet de limiter la capacité thermique de l'empreinte. Donc là, vous avez un exemple de nid d'abeille, mais on a évidemment été beaucoup plus loin en travaillant sur des structures un peu plus spécifiques pour rigidifier l'empreinte et à la fois gagner en résistance sur les couches supérieures. Donc voilà, cet aspect-là, il est assez important. On va passer à la slide suivante. Et on a également, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais l'optimisation des supports qui est quand même assez intéressante, dans le sens où quand vous travaillez sur de la résine et que vous dressez des supports droits linéaires avec la matière, je veux dire à 100%, la résine, elle coûte entre 250 et 350 euros du kilo. Donc, si on optimise à 50% le volume des supports et que ça représente 50% à la limite du volume de la pièce, voilà, le gain de coût est quand même assez important. Donc, on travaille énormément sur l'aspect support, que ce soit avec des structures, avec des perforations dans le support, grâce à Magix. L'aspect structuratif, donc c'est ce que vous voyez sur le gemme qui se trouve à droite. Au centre, on a une structure un peu spécifique, donc ça c'est plus pour la démo. Mais c'est vrai qu'on utilise pas mal ces structures-là pour réduire le temps d'impression, enfin surtout pour gagner de la matière, hein, principalement, qui est beaucoup plus cher que sur des procédés conventionnels en fabrication additive. Donc cet aspect-là est quand même assez intéressant lorsque c'est pas nécessaire de mettre de la matière à 100%. Et donc, on a tout l'aspect également préparation, je dirais, identification des erreurs, préparation du volume d'impression, surtout sur de la poudre. On va venir identifier les collisions entre les pièces quand on a beaucoup de pièces dans le volume d'impression. On va venir facilement aussi regarder grâce à des graphiques en un clic la répartition des sections sur les différentes couches qui se trouvent dans le volume de poudre. Donc, ça permet de voir si on a des grosses différences de puissance, d'irradiance des lampes, et donc des contraintes au niveau de la thermique dans la poudre. On les identifie en amont, donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Derrière, on peut corriger le tir en réorientant un peu ces pièces, comme vous le voyez sur les graphiques qui sont en dessous. Et donc, on vient lisser un petit peu plus
la quantité de chaleur, la thermique qu'on va envoyer tout au long du processus de fabrication. Donc voilà, sur plusieurs aspects, nous qui sommes plutôt sur une utilisation non pas de production, mais de conseils, d'accompagnement, c'est vrai qu'on réalise beaucoup de pièces unitaires ou des petites pré-séries avant d'envoyer les clients vers notre réseau. Donc on est vraiment sur de l'optimisation de la quantité de matière utilisée, pouvoir montrer aussi aux clients qu'est-ce qu'il est possible de faire avec les logiciels de préparation de fichiers et pourquoi c'est essentiel d'en avoir un en amont. Donc voilà, ces outils-là, on les utilise au quotidien, encore ce matin, sur des prototypes. Un client qui veut réaliser des prototypes sans marquage de support, on vient optimiser la structure du support pour limiter les points de contact au maximum et puis avoir un prototype qui sort avec le moins de post-traitement possible. Donc je vais laisser la parole à Axis qui va détailler un petit peu plus son expérience avec le logiciel Magic. Ok, donc voilà, donc Patrick Christou. Donc en fait, si vous voulez, nous aujourd'hui, on fait notre cœur de métier, nous c'est prototypage rapide, impression 3D. Donc systématiquement, tous nos ordinateurs sont équipés avec Materialize Magic pour la récupération de données. La priorité, c'est d'avoir des fichiers de très bonne qualité. Donc aujourd'hui, on récupère aussi bien des STEP, CATIA et GES, tout ce qu'on peut récupérer en 3D. Et ensuite, on va en fabriquer pour vérifier, pour faire du STL. Et en fait, en faisant le STL, on va pouvoir vérifier la qualité des fichiers. Priorité, si les fichiers sont bons, on sait qu'on aura une fabrication de bonne qualité et qui va correspondre aux fichiers envoyés par le client. Ensuite, dans les choix que nous allons avoir, on va transférer ça sur nos machines en proto, vu qu'on en a 14, en fonction de ce que vous demandez, si c'est du visuel, du fonctionnel et autres. Si par exemple vous voulez du visuel, absolument, on n'aura pas trop le choix, ça va venir carrément à faire donc, de la stéréolithographie. Comme je l'ai expliqué, c'est un laser qui durcit la résine sensible aux ultraviolets. Mais comme on le sait, un solide dans un liquide ne tient pas et on est obligé de créer des supports. Et donc aujourd'hui, on utilise Materialize là-dessus avec Magix pour justement créer des supports. Les supports, vous les voyez avec la pièce en grise et vous voyez quand la fabrication est terminée, on aperçoit tous les supports, c'est les petites pointes. Si on regarde une pièce qui peut vous donner un élément qu'on regarde ici, où on a la partie support qui est créée et la partie pièce. En fait, il est très important justement, comme l'expliquait Stéphane, comme Joachim, aujourd'hui, c'est la finesse des supports. En fait, si on veut optimiser la rapidité de fabrication, qu'il n'y ait pas de collision entre les pièces et que les pointes, quand finissent les pièces en pointe, il faut que la génération de support soit de très très bonne qualité. Et en fait, en fonction de la qualité du support que vous allez créer, ça va nous amener, si vous voulez, quand on fait du post-processing, à avoir des détails, quand on les voit sur les pièces de cette qualité-là, avec des petits détails qu'on pourra sortir. Et si les supports de construction ne sont pas fabriqués correctement, on n'arrivera jamais à fabriquer un post-processing, une finition à ce niveau-là. Donc, pour une bonne réalisation, c'est avoir un fichier de très bonne qualité, il n'y a pas le choix, et une génération automatique de support qui soit de très bonne qualité. Aujourd'hui, vous regardez, je suis en train de les casser là-dessus. Et en fait, c'est ce qu'on a de mieux aujourd'hui. Donc, je vous dis, on est équipé. On a quand même 8 machines de stéréolithographie avec des résines différentes qui sont interchangeables, avec des grandes capacités. Et donc, la priorité, si vous voulez, c'est de cette qualité de support. Ensuite, toute la partie finition va ensuite aller, c'est du maquettage manuel que l'on fait dans la partie stéréolithographie. Tout est fait manuellement, poncé, apprêté, maquetté, assemblé. Et c'est pour ça qu'on peut vous faire, par exemple, des aspirateurs complets avec une vingtaine de pièces qu'on pourra assembler les uns à la suite des autres. Ensuite, si vous avez besoin de passer dans des parties pour du parti fonctionnel. Alors, pour les parties fonctionnelles, toujours la priorité, c'est avoir une qualité de fichier qui soit de très, très bonne qualité. Et à ce moment-là, dès qu'on va passer à ce niveau-là, on va utiliser le 3D nesting, comme vous le voyez à l'écran. C'est un système de centrage automatique. Alors là, ça nous permet, si vous voulez, que ce soit en SLS, en frittage de poudre ou en multijet HP, dans les deux cas, c'est de la poudre de polyamide ou polypro ou autre, qui va être fabriqué. Donc, c'est soit, si c'est du SLS, c'est donc un laser qui va venir fondre de la poudre de polyamide, ou dans le cas de la MJF HP, c'est des lampes de fusion avec un mélange d'encre qui va en fait fondre la matière pour réaliser vos pièces. Là-dessus, l'avantage de 3D nesting, si vous voulez, c'est qu'on va optimiser les bacs. Vous voyez à la vitesse que vous voyez réellement à l'écran qui se passe actuellement, c'est réellement ce que nous avons quand on travaille. Donc, ça nous permet de lancer au dernier moment nos fabrications de machines, d'optimiser au mieux nos fabrications à notre niveau et dans les cas où vous avez de la mini-série, d'optimiser les coûts pour que le client ait des coûts plus intéressants
et justement qu'on ait de la très bonne qualité. On évite aussi les problèmes de collision parce que ça se fait tout en automatique. En sachant que la multijet HP est une techno qui va très très vite, si qu'on lance à 3 heures de l'après-midi ou à 6 heures le soir, si vous voulez, à 3 heures d'écart, mais ça nous permet de remplir au maximum au niveau de nos bacs. Dans le cas du frittage, c'est toujours des fabrications en moyenne de 24 à 28 heures, et c'est le même procédé. On n'a que du 3D nesting, c'est quasiment à 98%, 99%. On n'a pas de problème de collision. La qualité de bonne qualité parce qu'on peut calculer les espaces et imposer les espaces suivant la densité des pièces que vous allez avoir. Bien entendu, au préalable, si vous aviez des pièces massives, on les aura évidées si besoin, en gardant ou pas en gardant la poudre, en fonction de ce qui est recherché. Dans le cas, si on veut passer dans le dépôt de fil, pareil, alors nous, principalement, c'est toujours le problème, récupération de données et que les fichiers soient de très bonne qualité, justement, pas de trous, pas de facettes où on peut modifier les facettes avec Magics, justement, on essaie d'avoir un produit le plus lisse possible. Ensuite, si on veut passer, pareil, dans la fonctionnelle, si on veut faire de la mini-série, on utilise beaucoup chez nous la coulée sous vide. C'est donc un moule silicone. Donc, on va faire obligatoirement un master. Nous, ça sera fait en stéréolithographie, bien entendu avec une génération de support obligatoire. On va poncer ce master pour avoir une très bonne qualité et ça va nous permettre de faire avec ce moule silicone, si vous voulez, des pièces qui vont être en polyuréthane. Donc, on va faire le choix en polyuréthane proche ABS, proche Polypro, des produits caoutchouteux. Et si vous avez besoin de produits caoutchouteux, je peux vous faire ce que vous voulez en produit. Vous voyez, j'arrive à m'amuser à faire ce que je veux. Si vous voulez faire de la mini-série, vous voyez, je peux m'amuser à faire des pièces. On dirait que ce n'est pas du tout des pièces d'injection. On arrive entre 20 et 30% au niveau des caractéristiques de l'injection. Mais si vous voulez, on dirait des vrais produits type plastique. C'est souvent dans les milieux du capotage ou autre. Donc, pareil, on repartira toujours à l'origine. Une très bonne qualité de fichier, il faudra dire ensuite, suivant la techno, bonne génération de support pour avoir le maximum de détails. Et dès qu'on a le maximum de détails, on sera plus près de la vérité en termes de code. Et ce qui va faire un assemblage complet pour avoir un produit de mini-série qui corresponde, bien entendu, avec la norme NFT 5800, qui va se rapprocher des conditions du moule d'injection. Parce que de temps en temps, vous avez des petites séries de 50 à 100 pièces. On n'a pas obligatoirement besoin des caractéristiques de l'injection et éventuellement dans le cas où vous avez des moules d'injection qui peuvent avoir un peu de retard en livraison, ça peut permettre de dépanner pour des préparations de salon, pour faire les premiers tests, pour gagner du temps. Donc si vous voulez, l'impression 3D prototypage rapide nous permet, si vous voulez, de trouver tout ce qui est paramètres visuels, fonctionnels et petites séries et outillage. Donc on envoie tous les produits ensuite par UPS. Le fait d'avoir des équipements aussi de haute définition en caractéristiques de peinture. On a 4 cabines de peinture. Je crois qu'en Europe, on doit être les seuls à avoir mis autant d'investissement là-dessus, car le post-processing de toutes les technos, que ce soit dépôt de fil, que ce soit HP, SLS ou stéréo, voire de coulée sous vide, il y a toujours une partie du maquettage qui revient en cours de route, parce que ces technos, c'est un empilage de couches dans la plupart du temps. Il y a toujours quelques défauts qui apparaissent. Justement, nous, on est capable de les maqueter, de les peindre, de les apprêter s'il y a besoin et de les ajuster, rajouter des inserts pour vraiment avoir un produit qui va correspondre à ce que vous allez rechercher en finale. Voilà. Merci Patrick, merci à Materialize pour leur participation également. Donc la rediffusion sera évidemment disponible sur le site internet. Vous pouvez éventuellement revenir vers nous pour obtenir le replay également. Et donc n'hésitez pas à nous donner votre retour. On va bientôt passer aux questions. Juste à noter dans vos agendas le prochain webinaire sur la technologie Acapulco, donc fabrication d'empreintes d'injection polymère, qui sera donc diffusé le mardi 27 octobre à 11h. Donc voilà, si c'est des sujets qui vous intéressent, save the date, comme c'est écrit sur la slide. On va donc passer aux questions. Alors, on a une question sur le traitement des fichiers de gros volume. Est-ce que Materialize Magics est capable de traiter des fichiers de gros volume assez facilement? Et est-ce qu'il est possible de réduire la taille de ces fichiers également? Oui, alors je vais peut-être prendre cette question du coup. Tout dépend bien sûr de ce qu'on appelle des gros volumes. Si on parle de fichiers qui vont faire 50 GB pour un modèle STL, le maniement va être extrêmement compliqué. Et c'est tout un aspect bien sûr qui est à prendre en considération quand on importe, on transforme nos fichiers CAD en fichiers STL. Donc, Magix permet
de réduire ou de limiter le nombre de triangles qu'on va avoir sur notre modèle STL, parce qu'au final, c'est directement à ça que c'est lié. C'est vraiment le contrôle du nombre de triangles qui va être le contrôle de la taille de notre fichier. Donc, à partir du moment où on a des structures complexes, donc des structures lattices sur des gros volumes, comme on a vu auparavant, ça peut commencer à peser très lourd. Et à ce moment-là, il y a des solutions avec Magix qui permettent d'éviter de devoir passer directement au format STL et de devoir travailler directement avec ces fichiers très lourds, parce qu'ils sont effectivement compliqués à manipuler directement. Donc, on parle de solutions où on garderait ces structures complexes sous forme de graphes jusqu'au moment du slicing, par exemple. C'est une chose que Magix permet de faire. Oui, bien sûr, on parlait du coup de surface assez complexe et non pas de gros volume d'un grand rectangle. Ce serait évidemment plus facile à traiter. Et une deuxième question, notamment sur le gain possible grâce à la structuration sur des résines ou sur de la pièce. Quel gain est-il possible d'avoir sur des technologies résine ou des technologies poudre? Quelle quantité de matière on peut sauver? À peu près, pour donner un ordre d'idée. Je pense que ça dépend vraiment. C'est une question qui est pas évidente à répondre parce que en termes de nesting, au plus on va optimiser la densité finalement de nesting, au moins on aura une perte de poudre. Maintenant, l'optimisation de la densité, elle va dépendre est-ce que les pièces elles sont facilement imbricables ou pas. Donc c'est aussi chercher finalement à peut-être mettre des petites pièces pour remplir des trous dans des pièces plus grosses. Ça peut être différents types de choses, mais j'ai envie de dire ça dépend vraiment. Si on peut parler en termes de pourcentage, ça va dépendre vraiment de du type de pièce qu'on doit assembler. Je sais pas si Patrick, tu veux ajouter quelque chose par rapport au nesting, par rapport au gain de matière que peut procurer le 3D nesting. Le gain de matière est relativement important. L'optimisation structurelle, la question était assez. Nous, on arrive avec le 3D nesting à économiser par 30 à 40% aujourd'hui. C'est relativement important. Donc aujourd'hui, c'est surtout, alors nous, il y a le gain de matière qui est important, mais nous, c'est surtout en termes de qualité, parce que de temps en temps, on mélange un petit peu, je veux dire, nous, on ne regarde pas que des fois le gain de matière. Nous, il est vraiment important quand on va le sortir des pièces suivant la morphologie et les surfaces qui vont être importantes pour le client. Dans certains cas, on ne s'occupe pas toujours de sauver un peu de poudre, on essaie de faire en sorte que la pièce sorte avec des bonnes qualités. Quand vous avez des plaques, par exemple, à fabriquer, qu'on fabrique en SLS ou en multijet HP, il peut y avoir éventuellement des déformations. Donc, on peut renforcer plus ou moins en fonction de, c'est les pièces qui vont nous amener à faire le choix de la techno utilisée et surtout du positionnement. Et de temps en temps, effectivement, même quand 3D Nesting nous a tout positionné pour rentabiliser, on va dire au mieux, nous, on a la liberté de revenir en manuel pour repositionner différemment s'il y a besoin. Parce qu'il y a de temps en temps, les technos en elles-mêmes, on nous impose quelques positionnements différents de ce que va avoir 3D Nesting. C'est l'avantage aujourd'hui du système où on peut avoir un système très automatisé, mais qui a l'avantage de nous laisser la main libre pour modifier en fonction des besoins. Et je vous remercie Patrick pour le complément. On a une dernière question. Peut-être rajouter juste une petite chose, si je peux, Stéphane. En fait, en ayant discuté avec des clients qui sont peut-être plus dans un aspect production de petites séries dans le domaine agricole, pour les tracteurs, j'ai en fait noté que le logiciel de 3D nesting est en fait obligatoire pour eux pour réussir à atteindre une densité de nesting de pièces qui soit suffisante pour qu'ensuite la poudre non utilisée ils puissent l'utiliser avec de la nouvelle poudre, parce qu'il y a une histoire de recyclage de poudre normalement avec tout ce qui est technologie HP. Et donc, si on peut, l'idéal, c'est d'essayer de réutiliser 80% de vieille poudre pour mettre 20% de nouvelles poudres. Et donc, pour atteindre ce ratio-là, je veux dire, si on le fait à la main, c'est juste qu'on va perdre beaucoup de temps. Donc, c'est peut-être possible, mais on va perdre un temps incroyable. Donc voilà, c'est le retour en tout cas que j'ai eu de l'industrie directement. Ok, merci pour le complément. Et on a une dernière question sur notamment l'aspect tolérance. Alors peut-être un petit peu plus pour Patrick. Quel type de précision atteignez-vous suivant les différentes technos? Alors, si on veut de la précision, c'est l'astéro qui sera le
plus précis dans toutes les technos, tout simplement par le fait, en fait, que la stéréo, on travaille toujours à température ambiante, 27 ou 30 degrés. Donc, on n'a pas du tout les problèmes de retrait qu'on va trouver dans la partie multijet HP ou SLS, où là, on va travailler entre 160 ou 180 degrés, suivant les technos et les poudres. Donc, dès qu'on empile les couches, la précision, il faut savoir, déjà, on n'utilise que des fichiers STL. Si vous cherchez du H7, c'est pas la peine, il n'y a aucune des technos qui est capable de le faire. Chez moi ou chez les autres, c'est toujours pareil. Donc, la précision avec un fichier STL, on est en dessous de plus ou moins 0,1. Déjà, on a beaucoup de mal à y arriver. Alors, basez-vous plutôt par plus ou moins 0,15. Si on se met sur du frittage de poudre, on est plutôt plus ou moins 0,2, on va dire en général. Et ensuite, ça va dépendre en fonction de la pièce. C'est le même problème. Si vous avez une pièce qui fait 500 mm, on prend la norme NFT 5800 et vous allez vous retrouver avec des codes de plus ou moins 0,5, 0,7 en fonction de ce qu'il va y avoir. C'est en fonction de la dimension de la pièce. C'est ce qu'on va retrouver. Nous, ça va être un petit peu différent. Ça va être un peu plus irrégulier que sous une injection. Mais si vous partez dans une injection, dans une pièce qui fait 500 mm de long, vous avez des déroteries qui vont se faire et qui sont tolérées, acceptables. C'est ce que nous, on utilise NFT 5800. Si vous additionnez ensuite que vous passez par du moulage silicone, en dessous de plus ou moins 0,2, on ne saura pas faire. Le moule silicone est une matière qui est souple. Dès que vous allez fermer, on va avoir tendance ou à écraser ou à trop serrer, ou pas assez serré. Donc, ce qui veut dire qu'on, pareil, s'il y a des précisions importantes, eh bien, soit on fait des reprises d'usinage ou on reprise manuelle parce qu'on a des gabarits et on reperce par la suite s'il y a des trous pour rajouter des inserts et tout. C'est pour ça que dès qu'on veut faire des éléments, on va dire, fonctionnels, on demande, on essaie, quand c'est possible, de récupérer les éléments quand on veut monter pour nous faire les petites reprises s'il y a besoin à ce moment-là. D'accord? Donc, meilleure qualité, pas photo, c'est stéréo. Les inconvénients de la stéréo, c'est une matière quand même qui va être un peu plus cassante. Donc, il faut qu'on essaie de trouver le compromis. Mais généralement, nos clients nous précisent leurs besoins, à quoi ça va servir, et ça nous permet de les guider et de les conseiller. Tous les devis sont marqués avec la norme NFT 5800, les épaisseurs minimum suivant les technos qu'il va y avoir. Je vous remercie Patrick. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, notamment au niveau des tolérances? Je sais que vous avez des compensations du warping, des choses comme ça qui peuvent être assez intéressantes de ce côté-là aussi sur la GX. Oui, alors ça, si on le met sur des machines, on intègre bien entendu toutes les parties de retrait en fonction des résines en stéréo, on va intégrer donc tous ces retraits-là. Mais suivant les formes, vous avez des formes avec des plaques, avec des renforts à l'intérieur. Les retraits vont tous être irréguliers. Donc d'une pièce à une autre, en voyant comment ça va être fait, c'est nous qui essayons de compenser. Donc on nous donne le fichier à la taille et nous, s'il y a besoin, on peut rajouter ou en positif ou en négatif s'il nous semble nécessaire de le faire. Bien entendu, les machines sont déjà pré-programmées avec des retraits standards qui sont prévus pour chacune des technos, chacune des matières. Est-ce que vous voulez compléter, Joachim, Morgane? C'était assez complet. Je pense que c'était très complet de la part de Patrick. Donc c'est tout bon, on n'a plus de questions, il me semble. Ok, eh ben, je vous remercie à tous de votre participation. Vous avez donc nos contacts dans la présentation. Donc n'hésitez pas à revenir vers Materialise ou vers Axis pour la prestation de pièces, ou si vous avez des questions supplémentaires. Et puis voilà, ce sera tout pour nous. Je vous remercie à tous de votre participation et on va conclure ce webinaire. Merci. Merci à tous. Excellente journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.